j'ai essayé de créer un parc d'attraction avec quelqu'un. Hola todos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo studio. On va donc accueillir un invité qui va nous raconter une anecdote insolite ou alors quelque chose qui l'a marqué dans un parc à thème ou en rapport avec les parcs à thème tout simplement. C'est parti! Aujourd'hui, on accueille Soussou. On accueille donc aujourd'hui EDB Attraction, qui est apparemment prof de tennis maintenant. Il s'est reconverti. Je pense que vous le reconnaîtrez mieux comme ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Oui. Je fais des vidéos sur internet. Je suis passionné de parcs d'attractions. J'ai une chaîne qui s'appelle EDB Attraction. Et puis je crois que c'est à peu près tout en fait. Et j'ai 26 ans. Il est Voilà. vieux de ouf. Tu as donc une anecdote à nous raconter ou alors quelque chose qui t'a marqué dans le monde des parcs à thème. Alors, sachez qu'il a énormément de choses à raconter, mais ça a été compliqué de trouver quelque chose que je ne connais pas encore ou qu'il n'a pas encore raconté sur YouTube. Donc, apparemment, c'est chose faite. C'est parti. La fois où j'ai essayé de construire un parc d'attractions. Pas sur Planet Coaster. Pas sur Planet Coaster, en vrai, avec des vraies attractions, avec du vrai argent et des vrais problèmes d'adultes. Mais il y a quelques années, quand j'étais encore en études d'ingénieur vers Cergy, et je suis contacté une fois par un abonné, alors je sais même plus comment, par quel canal, parce que bon, de là, ce que je regarde mes DM régulièrement, non, du coup. Et j'arrive à tomber sur une personne qui a dû pas mal essayer de me contacter. Alors, mais en gros, concrètement, cette personne me contacte, donc c'est un abonné qui me dit Ah, j'ai envie de créer un parc d'attraction, est-ce que tu veux bien m'aider? Moi, au début, je vois ça, et je reçois de temps en temps des propositions comme ça. Je sais que construire un parc d'attraction, c'est très compliqué, très cher, c'est pas du tout faisable comme ça, encore moins quand t'as 26 ans. Donc, du coup, je me dis, pas tant, non, mais bon, je réponds quand même, et je sais même pas comment notre échange a démarré, mais il a été très convaincant, il était très fort. On parle un petit peu, il me dit, mais attends, viens, on se voit dans une grande école, et on est rentré effectivement à l'ESSEC, donc à Cergy, et puis tout de suite, ça met un petit peu quelque chose de sérieux, tu vois. L'ESSEC, c'est quand même une école de commerce. Une école ultra réputée, qui est l'école la plus réputée de Cergy, en plus, si je dis pas trop de bêtises. C'est vrai que se retrouver là-bas, tu te dis, bon... Comment t'en viens à juste un abonné qui te dit viens on crée un parc, comme si nous en fin de soirée on dit ah ce serait trop bien si on crée un parc, ah on va direct dans une école de commerce? Parce qu'il était très persuasif. En fait, vraiment, on a parlé, le truc était pro, sérieux, c'était pas quelque chose de trop fou, et il y avait une certaine réalité derrière, une certaine prise de conscience de, bon, je sais, on va pas construire Disneyland demain, tu vois. Et c'est vrai que quand quelqu'un te dit, viens, on va boire un verre à l'ESSEC, alors déjà, tu me prends pas les sentiments, parce que voilà, mais tu sais que c'est gage de qualité, non pas de la personne ou quoi, mais tu sais qu'il y a pas de risque, parce que t'es entouré de personnes qui valaient à peu près mon âge, j'ai fait des études dans un milieu qui était quelque chose d'assez sérieux et tout. Et surtout, en fait, l'ESSEC, vu que c'est une école de commerce, pour des gens qui veulent créer des choses, entreprendre et tout, ça fait sens. Donc du coup, là, et on parle pas mal, parce que du coup, on se retrouve, encore une fois, je sais pas comment il a réussi à me persuader. Ouf, alors faut savoir que l'ESSEC a un bar, donc j'y vais, je crois, après les cours. Donc on parle, et il m'expose son projet, il me dit voilà, j'ai envie de créer un parc, mais je m'y connais pas assez dans les parcs, moi je regarde ce que tu fais sur internet, mais j'ai pas du tout la même passion pour la connaissance des parcs. Moi, je n'ai pas la science infuse là-dedans, mais j'ai quand même une certaine base, puis j'ai quand même des contacts aussi, ce qui peut te permettre d'avoir des petites aides. Bah, on sympathise, moi je dis ok, pas mal. Alors, tout de suite, on part du principe, parce qu'on n'est pas trop bête, on se laisse un peu rêver, mais on sait en fait que ça n'aboutira pas. Il y avait genre 1% de chance que ça marche, tu vois. La preuve, je n'ai pas de parc d'attraction aujourd'hui. Il faut savoir que on s'était mis d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas forcément de réussite. Et que quoi qu'il arrive, c'était une belle expérience humaine, et même pour connaître comment marche le milieu, etc., que de tester, que d'essayer. Ce qui est en fait une bonne chose en partant de ce postulat-là, parce que tu te fermes pas toutes les portes, et tu te dis pas ça va pas marcher, et voilà. Tu te dis on va essayer, ça marche pas, voilà. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais 23 ans, et lui à peu près le même âge que moi. Donc voilà, on sympathise, on part de ce postulat-là, on veut créer un parc, et comment on fait? Lui connaît des gens, il fait des recherches plutôt. Et il fait des recherches à plein de niveaux, mais ça m'a halluciné. C'est-à-dire que il a fait des recherches au niveau du terrain. Quel type de terrain tu devras avoir? Quelle taille il faut? Quelle disposition peut y avoir dans le terrain? L'acheminement des personnes vers le terrain. Donc si c'est au milieu vraiment de nulle part, c'est un peu chiant quand même. Mais si c'est à côté de grosses villes ou à côté d'habitations, ça peut être problématique. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a le côté écologique. Voilà. Donc il fait des recherches, et en fait, de fil en aiguille, il part en fait dans des trucs. En fait, petit à petit, moi, il me donnait les informations, et je me disais, mais ce mec est fou. Mais fou dans le bon sens du terme, mais ce mec est complètement fou. Il avait aussi un projet, mais un projet d'un truc qui est en rapport avec les parcs, et qui pourrait être mis dans un parc. On va dire quelque chose que demain, tu peux dire à un parc, voilà, je vous vends tel service, et on le met en place dans un parc. Lui, du coup, ça l'aide aussi à pouvoir créer ce dispositif, et il s'est dit, tiens, si plus tard, moi, j'ouvre un parc, je pourrais
mettre ça dedans, ça fera la vitrine un petit peu. Moi j'aime bien, je trouve que le principe est cool, et d'ailleurs du coup ils travaillent toujours sur ce principe-là qui est à côté. C'était hallucinant parce qu'on faisait des petites réunions pour se mettre d'accord sur peut-être des petits thèmes, des choses comme ça, parce qu'à un moment donné il faut commencer à aller vraiment de l'avant. Donc on rencontre par visio des gens qui œuvrent dans la création de parcs d'attractions. Donc en fait tu vas leur demander conseil, tu fais une réunion avec, on se retrouve encore une fois à l'ESSEC, réunion entièrement en anglais avec des gens qui ont travaillé pour Universal, pour Disney, des gens qui C'est pas rien. connaissent le domaine et qui vraiment créent des zones, des landes, des univers. Ils te disent voilà, toi tu leur donnes des choses, je veux un parc, telle taille, tel machin et tout, ils peuvent t'aider, ils peuvent soit tout faire, soit faire une partie. Mais du coup on fait une première aide comme ça, ils nous donnent un devis aussi pour l'étude. C'est un bureau d'études concrètement. Et ils étaient adorables, on rigolait. Enfin là, il y en avait qui étaient plus délire que d'autres dans le sens où plus dans la déconne, plus dans le côté voilà. D'autres qui étaient plus terre à terre, mais ils croyaient en notre projet. C'est ça qui était ouf. Ils savaient que ça allait pas forcément se faire ou quoi, mais ils croyaient dans le fait que c'était pas une mauvaise idée et tout. Nous on avait des idées de land, de choses comme ça. On avait décidé de quel type d'attraction, on avait décidé de choses comme ça. Et puis on faisait des réunions tous les deux aussi pour dire voilà, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les points où on n'a pas de marge. En fait, par exemple, imaginons, je sais pas moi, les voisins, bon bah on n'a pas de marge, tu vois, on veut pas de voisins. Point. Quel type de public on accueille, parce qu'en fait, il faut définir, est-ce que tu veux un truc pour les tout petits, est-ce que tu veux quelque chose de plus pour la famille avec jeunes enfants, est-ce que tu veux plus pour les ados, les couples seuls, est-ce que tu veux un peu de tout, est-ce que tu veux la famille qui regroupe à peu près tout le monde, enfin vraiment, qu'est-ce que tu veux? Réfléchir aussi à des formules, est-ce que tu ouvres à telle période, est-ce que machin. Moi, par exemple, il y a des choses que j'adore, et vous le savez très bien si vous suivez moi ma chaîne, ce que fait Gros Nalound, avec en fait les spectacles dans le parc d'attractions, c'est un truc que moi, quoi qu'il arrive, c'était obligatoire, ça ramène une certaine population qui vient pour des moments, des créneaux horaires qui sont pas utilisés par la famille seule avec jeunes enfants. Bref, c'est vraiment très cool, tu peux fermer une partie de ton parc, tu peux penser les choses. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes à penser pour avoir un bon parc. Je dis pas encore une fois que j'ai Science Infuse, je pense que si un jour le parc avait vu le jour, on se serait pété les dents comme tout le monde sur plein de sujets, mais c'est pas grave parce que c'est essayer de partir de bonnes bases, etc. Moi de mon côté, je fais des recherches, je me renseigne auprès de gens, je crois même que j'ai envoyé des messages à des directeurs de parcs d'attractions qui existent encore aujourd'hui, des vrais directeurs, des gens qui ont créé des parcs d'attractions, en leur disant que voilà, on n'arriverait sûrement pas au bout, mais il y a le côté, voilà, puisque qu'est-ce qu'on en pense, tu vois, à certaines personnes qui m'ont répondu ça marcherait pas, mais que si on avait besoin, c'est voilà. Mais expliquer en fait un truc simple, c'est que construire un parc d'attractions aujourd'hui en partant de zéro, c'est quasiment impossible. C'est très très compliqué, il faut s'appeler King Holland en ayant de bonnes idées et en arrivant à faire passer cette idée. Je dis pas qu'on a forcément de très bonnes idées, mais je vous montrer comment on peut nous donner envie d'avoir de très mauvaises idées. Enfin, vous allez voir, c'est très particulier. Parce qu'il y a vraiment un truc intéressant dans cette histoire qui moi, m'avait un peu bluffé et m'a pas mal dégoûté d'un certain milieu. Donc, on fait ces réunions-là, nous, on fait un petit brainstorming, on essaie de trouver un thème, des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir rencontrer des investisseurs, des gens qui investissent dans des domaines. Oui, t'as besoin d'investisseurs pour donner de l'argent, parce que nous, on n'a pas d'argent. Et ça peut paraître bête, mais quand tu n'as pas d'argent, tu peux investir. Si t'as un projet qui tient la route, tu peux demain, sans argent, je sais pas, m'ouvrir un restaurant et avoir plusieurs investisseurs. Voilà. Il y a plein de parcs d'attractions qui ont été créés avec des investisseurs ou des banques. Alligator, Big Bang Schtroumpf, à l'époque, a été créé par deux personnes, je crois pas, à vérifier, mais je crois pas qu'ils aient mis beaucoup d'argent de leur poche. C'est deux personnes qui avaient créé le parc, tu vois, donc il a aussi fait des recherches là-dedans pour les investisseurs. Il faut savoir qu'il a aussi cherché au niveau des villes, au niveau des départements, des régions, de l'État. Non, mais il était très très loin et c'était hyper intéressant. Mais quelqu'un d'éminemment intelligent, éminemment intéressant. Bravo, parce que genre la recherche est belle. Et moi, je suivais ça un peu de loin, cette partie-là, je la connais pas, enfin, c'est pas mon métier du tout. Et lui, waouh, c'est clairement son métier parce que du coup, je me suis retrouvé dans des. On était à Paris, on était à côté de Bercy, je crois. À côté, dans un bar, on a rencontré un investisseur, mais un mec qui là avait de la bouteille. Un mec qui avait investi dans plein de projets et il a participé à des projets pour des parcs d'attractions qui n'ont pas vu le jour. Et là, quand il nous parlait de ces projets-là, j'étais en mode. Et qui m'explique comment le projet a vu le jour, qui était derrière, comment il a périclité, tu comprends tout le milieu. Et tu comprends pourquoi des parcs comme le parc Spirou se sont explosés les dents. Et tu te dis, waouh. Ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus bordé que ce que je pense, et c'est éminemment politique. Des fois, on m'a déjà dit, moi, oui, mais les politiques n'ont pas sa place dans les parcs d'attractions. Dire ça, c'est être complètement à l'ouest, et c'est pas méchant, on peut ne pas savoir, mais... La politique a sa place partout, en fait. Partout, mais dans les parcs d'attractions, c'était... En tout cas, c'était beaucoup plus que ce que j'imaginais, et même moi, ça m'a dépassé. Quand tu sais qu'il y a des projets qui ont périclité parce que des gens ont fait croire que telle personne avait tel courant politique pour discréditer et tout, et en fait, tu te rends compte que le point de départ, c'est un maire qui veut un parc, point. Il y a des maires en France, des élus politiques qui se disent tiens, si on avait un parc, ou tiens, si on avait une piscine, ou tiens, si on avait un bowling, ce qui est bon, un peu dégressif, mais. Et tu te rends compte qu'il y a plein de projets très prometteurs qui en fait étaient complètement foireux de par l'initiative de départ. Et c'est là qu'à ce moment-là, donc, on rencontre l'investisseur qui nous parle de ça. En même temps, on chope des infos sur comment les premiers parcs ont été créés, les Mirapolis, les Big Bang Schtroumpf, Zigofolis, en bref, plein de trucs. On apprend un petit peu comment ça a été créé, comment tous ces parcs sont pétés à la gueule, quand bien même Alligator est encore debout. Bon, voilà, il s'en est jamais relevé. Hein. C'est un parc d'attractions Alligator qui est fait pour des millions de visiteurs. Aujourd'hui, ils ont 200 000, enfin 300 000, je sais pas combien, mais c'est pas beaucoup et c'est pas au niveau de ce qu'ils devraient faire. Et on concentre là-dessus, on parle avec l'investisseur qui nous dit concrètement, il faut un sujet fort.
Il dit c'est quoi votre valeur ajoutée? On lui explique 2-3 fioritures, 2-3 trucs à droite à gauche qu'on a trouvé, mais on lui dit concrètement juste un bon parc, c'est un bon parc. C'est un parc d'attractions où les gens vont revenir parce qu'ils ont apprécié leur visite, et c'est un parc d'attractions où il y a du bouche à oreille, voilà. C'est pas juste, on fait payer les gens pour une attraction et ils viennent parce qu'ils sont locaux, ils vont venir parce qu'ils sont locaux, eux auront la chance d'avoir un beau parc à côté de chez eux. Enfin, je dis pas ça en mode on aurait créé le meilleur parc du monde. On aurait créé un parc beaucoup plus intéressant que tout plein de projets qui auraient pu voir le jour. Non pas parce qu'on est des gens super intelligents, juste parce qu'on est passionné de parc et qu'on connaît le milieu un minimum. C'est la seule chose. Et du coup, le problème, c'est qu'on se retrouve en fait avec lui, l'investisseur était très très cool, hein, mais il nous explique qu'en fait, si on n'a pas un projet fort, ça ne marchera pas. Et du coup, on commence à chercher des licences, à réfléchir et tout. Mon partenaire s'est mis à contacter des sociétés. Ouais, donc vraiment, mais en mode, bah, je vais essayer, tu vois. Moi, je vois comment les licences marchent dans les parcs et ça me. Moi, je me dis, voilà, le bourbier que ça peut être, c'est juste très compliqué. Si c'est pas Mickey, je pense que c'est mort. Si c'est pas Mickey, je pense que c'est mort, même si t'as un truc simple, hein, une licence simple, c'est très compliqué. Parce que soit tu payes la licence, et donc du coup tu la payes, sans que ça te rapporte forcément des gens. Soit, bah, si la licence à un moment donné coûte trop cher ou si t'arrives plus à la payer, bah, elle se barre, donc faut re-t'aimer ton parc. Et puis t'as le côté, si ça marche et tout, etc., bah derrière, si tu veux faire le moindre truc, faut que les ayants droit te disent oui ou non. Donc on réfléchit à ça, et l'investisseur dit, mais pourquoi pas, ouais, sur un jeu vidéo, sur le foot, sur machin, et là tu réfléchis, tu fais, voilà, vache. Mais pas contre lui encore une fois, mais... Et je me dis, ah, en fait, c'est ça le problème. Et lui, il nous croyait en notre projet, vraiment sincèrement. Oui. Mais il dit, moi, pour appâter d'autres gens, il faut qu'il y ait un truc comme ça. Il fait, moi, je pourrais leur montrer le projet, ils diront jamais oui. Parce qu'en fait, pour eux, un bon parc d'attractions, bah, c'est un parc d'attractions sur le Real Madrid, par exemple, tu vois. Ça marche, ou sur Dragon Ball Z, ou sur Spirou. Spirou, c'est une licence qui marche. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, tu vois? C'est juste ça. Absolument tout. Exactement. D'ailleurs, Parc Spirou, il y en a un qui a failli ouvrir en Belgique. Non, c'est encore une fois un maire qui voulait son parc dans sa ville. Et il a tout fait pour. Et évidemment, l'entreprise Dupuis qui aujourd'hui dirige Spirou, je crois que c'est eux, qui possèdent Spirou, ont étudié le projet, ont compris qu'il fallait pas le faire. Et ils l'ont pas fait. Et t'as plein de parcs d'attractions comme ça. Le parc Spirou, à la base, Spirou Provence, avait des modèles d'attractions qui étaient pas si déconnants, des trucs plus fat, une expansion plus importante, des idées, voilà. Et petit à petit, le projet, il s'est délité parce que trop d'argent et à la fois pas assez d'argent. C'est-à-dire que quand t'as besoin juste de créer un parc d'attractions correct de cette taille-là, ils avaient beaucoup trop d'argent. Maintenant, quand tu veux faire ce qu'ils voulaient faire à la base, tu en avais pas assez. Ils ont vu trop grand et ils ont dépensé de l'argent dans des choses absolument débiles, et je pourrais pas forcément en dire plus, mais ils ont dépensé de l'argent dans des trucs, enfin tu te dis mais c'est pas possible quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas trop de quoi on parle, il y a une vidéo qui a été faite sur la chaîne d'Etienne sur le parc Spirou, et je reverrai vers cette vidéo pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Et en fait du coup, on se rend compte de ça, et on se rend compte que ça va poser un vrai problème, parce que toi t'arrives avec un beau projet, un beau truc, et tu leur dis juste, ce qui va faire un beau parc, c'est que le parc fonctionne et tourne bien. Et tu regardes en France, c'est que ça. Oui. Kingoland fonctionne grâce à ça, Frépertuis fonctionne grâce à ça, Nigloland, c'est quoi Nigloland, c'est quoi le thème qui apporte, qui fait vendre aux gens? Ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est pas genre C'est Parc pas Spirou. Disneyland Paris, quoi. C'est pas Disneyland Paris, mais à moindre mesure, ça peut pas Parc Spirou, tu vois. Qui, pour le coup, évoque quelque chose à tout le monde. Frépertuis City, les gars, c'est même compliqué à prononcer, tu vois. La récré et Trois Curés. Pardon, mais. Ça donne pas envie, Bah au ouais. premier abord, la récré des Trois Curés. Hein. Alors qu'en fait, c'est un lieu dit, donc en fait, ils sont mis là-dessus et c'est tout. Et tu te dis, ok, ce qui fait qu'un parc marche, c'est pas du tout la licence, c'est ça, à part pour Disney, mais tout le monde n'est pas Disney, les gars. Donc on se rend compte que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est créer un parc, c'est compliqué. Mais il ne lâche pas. Et a raison, dans le sens où il appelle des maires. Au début, il appelle des maires, genre un peu, il cherche des terrains, des choses comme ça. Je crois qu'il a contacté des milliers de maires. Mais c'est pas une blague. Moi, j'avais des appels sur mon téléphone de maires qui m'appelaient pour le projet. C'était hallucinant. Et là, tu te rends compte que le nombre de maires qui veulent un parc d'attractions, t'en as plein. Et surtout, tu te rends compte que le nombre de projets de parcs d'attractions qui sont proposés à des maires, t'en as des centaines par an peut-être. Surtout que après Covid, il y a eu quand même une expansion pour la passion des parcs d'attractions. Les gens sont allés beaucoup plus dans les parcs, et du coup, forcément, chacun veut un peu sa petite mine d'or, quoi. Donc. Mais j'étais sur le cul, je dis mais c'est pas possible. Et les mecs te disent non mais on a un terrain, là on a un machin. Il y a même je crois un terrain qui s'était libéré pas très loin de Alligator, moi ça faisait moins d'intérêt. Et moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux, tu vois. Voir des parcs d'attractions qui peuvent se construire à peu près partout, mais qui en fait ne voient jamais le jour parce que y a aucun projet qui est raisonnable. Enfin, pas un seul qui tient la route parce qu'en fait tout ce qui est proposé, c'est proposé par des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Il y a eu un sujet il y a pas longtemps de parc d'attractions de la BD. Je sais pas si c'est un truc. Alors, je crois que c'est Angoulême, vu que c'est la capitale de la BD. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas allée en profondeur dedans. Mais tu vois, c'était des gens qui, je crois que c'était des gens qui étaient issus d'éditions, de maisons d'édition. Tu ne fais pas partie du milieu des parcs, ne le fais pas. Créer un parc, c'est se péter les dents. T'as pas un retour sur investissement qui est colossal. T'as beaucoup d'argent qui rentre, hein, mais il est long. Oui, mais il est pas sûr. L'argent qui rentre, c'est aussi pour en ressortir. Et l'argent qui rentre, t'es obligé d'en ressortir énormément. Mais le problème, c'est que les rares projets qui voient le jour, c'est des projets qui partent en live. Des projets où en fait, t'as rien qui tient la route. Du coup, on en était là, et il y a les maires qui appellent, et là, tu découvres, on voit des terrains, c'est fabuleux, parce que tu découvres qu'il y a vraiment plein de gens qui veulent des parcs. Ça dynamise une région, ça fait de l'emploi énormément.
C'est parce qu'on a l'emploi direct, donc on a l'emploi créé directement avec des CDD pour tout ce qui est période estivale d'ouverture. Mais tu as également tout ce qui est CDI, donc tu as quelques dizaines, parfois centaines de CDI. Ensuite, tu as les prestataires autour, donc tous les gens qui vont fournir en boissons, tous les gens qui vont fournir en nourriture, les gens qui vont faire tu peux prendre du local pour certains restaurants, Les prendre machin. matériaux. Les matériaux, les entreprises de BTP, on peut tout prendre localement. Et c'est absolument fabuleux. Il faut prendre au maximum local, tu as moins de déplacements, c'est beaucoup plus sain. Personnellement, humainement parlant, pas besoin d'avoir des ristournes du département de base, c'est intelligent de faire ça. Donc du coup, on découvre un petit peu ça, et en fait, on se rend compte que, évidemment, ça ne verra pas le jour, parce qu'en fait, tu ne peux pas, t'as beau avoir le plus beau projet. On a cherché tout ce qui était licence, choses comme ça, mais en fait, tu dis non parce que ce que tu veux, c'est pas un parc à licence. Et à la fin, l'investisseur nous a dit ce qu'il vous faut en fait, c'est créer un parc d'attractions. Parce que moi, je parlais donc de Kingoland un peu tout. Il dit il faut créer un parc d'attractions comme Kingoland. Il dit pour l'instant, le meilleur exemple que vous m'avez tous montré, c'est Kingoland parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour arriver, mais il arrive à monter. Par contre, ça prend des années et des années. Et il faut être très bon. Je n'ai pas la prétention d'être Dominique qui a créé Kingoland, donc je n'ai pas la prétention de dire que je pourrais réussir. Alors qu'avec des investisseurs, tu sais que tu as une base qui est assez solide, Bien donc sûr. tu peux mieux réussir. C'est un gros risque de créer un parc d'attractions comme Kingoland aujourd'hui. C'est un très très gros risque. Ouais, en fait, il faudrait créer une sorte de Kingoland, mais avec 10 ans d'avance et en fait avec des investisseurs. Et puis il y a moyen que ça marche de base. Il y a vraiment moyen que ça marche dans une région qui n'est pas trop fréquentée par les parcs. Prendre une région dans le sud, c'est parfait. Tu peux prendre des régions magnifiques dans le sud où tu as un cadre super cool, un peu au milieu de nulle part, mais avec quand même 2-3 possibilités d'avoir des transports et tout. Puis pour en venir au niveau du travail, moi quand je vois Kingoland, quand je parle avec les gens de Kingoland, en fait ils me disent souvent en job comme ça, étudiant ou en job juste parce que pour l'instant t'as pas fait d'études ou t'as arrêté tes études parce qu'ils disent t'as le choix entre ça, si tu restes dans la région, entre ça et l'usine quoi. Parce qu'en termes d'offres d'emploi, c'est ça. Sans trop de diplôme, tout ça, C'est ça. c'est sûr que ça dépend des gens, mais c'est quand même pour des gens comme nous en tout cas, ou des jeunes qui ont envie de rester quand même à l'extérieur et tout, c'est surtout très sympa de bosser dans un parc d'attractions. C'est beaucoup plus agréable de travailler dans un parc pour les conditions qui sont tu travailles dehors, tu es au contact des personnes. Un parc, c'est quand même un truc un peu sympa, plus sympa qu'un truc de travail trop carré et enfermé dans un bâtiment. Donc c'est pour ça. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien peut-être être tout seul dans un bâtiment. Oui, il y a des gens C'est qui possible. s'accommodent de ça et c'est totalement normal. Et donc, c'est vrai qu'à choisir pour beaucoup, c'est beaucoup plus sympa d'être dans un parc d'attractions que d'être dans une usine. Donc on m'expliquait ça, qu'il y avait un côté assez intéressant à ça et puis ça crée une bonne ambiance. Etc. Donc du coup, pour une ville, c'est tout bénef. Pour une région, c'est tout bénef. Maintenant, il faut de l'argent et des investisseurs. Les investisseurs, ils te disent non. Parce que les investisseurs, en fait, ils veulent que tu leur dis, mais moi, je crée un parc d'attractions sur l'automobile. Parce que les voitures, ils connaissent et que ça les rassure. Ce qui compte, encore une fois, c'est pas la licence, c'est parc d'attractions en tant que tel. Le nom parc d'attractions est déjà quelque chose qui marche. La preuve, vous regardez n'importe quel magazine, journal, presse à la con dans les médias sur internet, on vous met le nom parc d'attraction à toutes les sauces. Après, évidemment, il faut trouver un petit nom, il faut trouver un petit sujet. Moi, je préfère une identité propre qu'une licence. Parce qu'une identité propre, elle marche parce qu'elle existe en tant que telle et parce que tu l'as créée et que peut-être au début c'est un peu compliqué d'essayer de vendre ton projet, mais une fois qu'il est vendu, ça marche. Donc à ce moment-là, on a un peu abandonné l'idée, ça a duré très longtemps, là je fais un peu court, mais ce qui est rare d'ailleurs. On est sur ma chaîne, c'est pour ça. C'est vrai, peut-être zapper 2-3 étapes, mais concrètement c'était ça. C'était hyper intéressant, on a appris plein de choses, mais plein de choses. Il y avait aussi un élément qu'on n'avait pas forcément, voilà, notre âge. En fait, quand t'as 23 ans, on te regarde, on te dit, bah non, en fait, il y a même pas, il y a juste non, tu as 23 ans, donc On ne calme-toi. te prend pas forcément très au sérieux. Absolument pas. C'est là que c'est le plus intéressant parce que ton parc, en fait, il ouvre, si tu arrives à en créer un, à faire tout, il ouvre 4, 5 ans, 6 ans plus tard. Donc déjà, un parc qui ouvre 6 ans plus tard, t'en as plus 23, t'en as 29. T'es jeune, et c'est là que c'est intéressant. Oui, en forme, tout ça, carrément. Le problème, c'est qu'on va dire, mais attends, on va plutôt demander à des gens qui ont plus de vécu, etc. Mais c'est des gens qui, du coup, n'ont pas vraiment la vision d'aujourd'hui. Et ils vont peut-être faire quelque chose qui sera pas au goût du jour, autre chose. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Si un jour ça avait vu le jour, on se serait entouré de personnes qui avaient des bagages là-dedans et des gens plus vieux. On aurait fait que ça qu'entre personnes de 23 ans, le truc aurait explosé. Donc non, il faut faire ça avec des gens qui ont toutes les tranches d'âge, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans pour des passionnés qui continuent de travailler dans le domaine. Mais voilà. Et aujourd'hui, mon pote travaille sur une partie d'un parc, pas une partie d'un parc, mais un élément. Et il continue à travailler là-dedans. Mais si un jour je dois créer un parc d'attraction, je le créerai avec lui. En tout cas, il sera dans le projet, c'est évident. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je joue à l'euro-million chaque fois que ça dépasse les 100 millions pour le seul et unique but de créer un parc d'attraction. Si je me dis au cas où, dès que ça dépasse les 100 millions, je joue. Et je me dis, tiens, si je gagne, je me ferai plaisir et je crée un parc d'attraction. Sachez que si un jour on vous annonce l'ouverture d'un parc d'attraction, c'est qu'on a gagné l'euro-million. Oui, et vous l'apprendrez ce jour-là, c'est tout. Vous l'apprendrez pas avant. Et plus le parc, il marcherait. Moi, si demain je vois un parc qui marche, c'est pas que de mon fait, c'est parce que je sais m'entourer. Point. Je suis le premier à le dire, il faut jamais se dire tout est gagné, tout est acté, jamais de la vie. Parce que là, en fait, c'est pire système. Tu te dis, c'est bon, ça marche, et c'est là que tu peux te foirer, parce que aucun projet n'est 100% fiable.
aucun investissement n'est 100% fiable. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur la crypto, sur les investissements à droite à gauche. Rien n'est fiable à 100%. Rien. Et si demain j'ai 90 millions d'euros, je sais que je peux commencer à créer un parc un peu sympa et que normalement il devrait tourner, parce qu'encore une fois, je m'entourerai de personnes qui connaissent le milieu. Petit aparté, on parle des jeux d'argent, faites très attention avec les jeux d'argent quand même. Ne jouez pas tous les jours pour ouvrir un pari d'attraction. Voilà, faites attention avec ça. Ça peut être addictif. Moi, je joue rarement, que quand ça dépasse les 100 millions. Et Mais, pour me faire marrer. Ne vous dites pas, je joue tous les jours pour ouvrir un parc comme des belles attractions. Et quoi qu'il arrive, vous perdrez de l'argent là-dedans. Voilà. Je crois que ça pourrait être tout. Et on a surtout découvert plein de choses, appris plein de choses. On a découvert que créer un parc, en fait, c'était la volonté souvent d'un maire, d'une mairesse, de personnes qui malheureusement n'y connaissent rien. Vous pouvez regarder sur internet des projets de parc, il y en a eu plein qui ont été abandonnés, etc. Les gens n'y connaissent rien, ils font n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'ils devraient s'entourer de bonnes personnes. Enfin, c'est pas moi, c'est d'entourer de bonnes personnes. Parce qu'en fait, créer un parc d'attractions, c'est un métier. Et c'est pas simple. Il y a eu un gros pétage de câble dans les années 80 où on s'est dit on va tous créer des parcs, ça va être super. Il y a eu ça avec les parcs, mais il y a eu ça aussi avec les restaurants, les choses comme ça. Et beaucoup de restaurants qui ont ouvert, juste des gens qui voulaient ouvrir un resto pour faire de l'argent. Et ça a coulé. Déjà avec le Covid, il y en a eu énormément. Mais bon, ça, c'est pas forcément de la faute des restos, surtout à faute du Covid. Mais ça a été un fléau. Et je pense qu'avec les parcs, ça a été la même chose. Bon, à plus de petite échelle quand même. Parce que tu peux pas créer un parc comme tu crées un resto. À un moment donné, t'avais quand même l'État français qui avait donné des aides pour créer des parcs d'attractions, qui avait créé Paris Parc, je crois. Je crois qu'on voulait devenir la capitale des parcs d'attractions dans le monde. Non, ils sont papier, une belle époque. Oui, mais... ça a fait naître Walligator, Mirapolis, Zygopolis, La Toison d'Or, ça a fait naître le parc Astérix, à la fin ça a fait naître Disney, enfin, ça a fait naître 2-3 trucs pas déconnants non plus. Hein, voilà. Du coup, là, c'était un peu l'anecdote de... j'ai essayé de créer un parc d'attraction avec quelqu'un. Moi, personnellement, je l'aurais pas fait, mais je suis très content d'avoir vécu ces moments-là de réunion, de choses comme ça. Et j'espère qu'un jour, je pourrai recommencer, tu vois. Et, non, ne commencez pas à nous proposer de l'argent pour créer des parcs d'attractions, s'il vous plaît, d'accord ? C'est un peu une anecdote. L'investisseur me disait, pourquoi vous faites pas une cagnotte ? Et j'étais en mode, non, du coup, tu peux pas, parce que... Moi, il y avait deux choses. La première, c'est que tu peux, techniquement, pour réussir à récolter de l'argent d'un parc, c'est pas possible, c'est tellement énorme. Et puis moi, je m'y opposais fermement de demander de l'argent aux gens pour ça. Ouais, donc puis non. C'est un côté un peu... ça te met de la pression, parce que du coup, les gens ont donné de l'argent pour ce projet. Si jamais ce projet coule, en fait, t'es un peu en mode... En fait, c'était plutôt dans l'esprit, tu donnes de l'argent n'est pas utilisé, te sert juste de dire, voilà, on a tant de bases et on a des gens qui soutiennent. En fait, l'idée, c'était pour retourner le cerveau aux investisseurs. Mais c'était pas du tout à utiliser, jamais les gens l'ont utilisé, parce qu'en fait, dans le truc, t'aurais mis que si le truc voyait pas le jour, ça n'arrivait pas. Dans le sens où si le truc voyait pas le jour, les gens, même dans le truc en fait, l'argent serait resté dans la société de cagnotte. Jamais tu le touches. Il y a quand même une belle morale à cette histoire, parce que du coup, ça montre bien qu'il faut quand même croire en ces projets, et puis même si ça voit pas le jour au final, t'as appris quand même énormément de choses. Mais de ouf. Donc c'est pas du temps perdu, quoi. Il y a une phrase bateau comme ça qui dit ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est le voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ouais. C'est con, mais c'est exactement ça. Clairement, la destination on l'aurait jamais atteinte. C'était genre aller sur la lune en partant en vélo, enfin ça n'avait aucun sens. Après c'est bien que vous ayez déjà eu la maturité de vous dire ouais, c'est sûr que, enfin c'est quasiment sûr que ça verra pas le jour. Et que vous auriez pu y croire 100% et être super déçu à la fin, quoi. Mais il fallait quand même y croire un petit peu. C'est-à-dire que t'es obligé d'y croire un petit peu, sinon ton projet, sinon tu ne le fais juste pas en fait. Et en fait, tu te rends compte, moi ce qui m'avait bluffé, c'est que il y a plein de parcs qui veulent voir le jour, en fait, tous les projets. Parce qu'ici, il y a une phrase d'un maire un jour qui nous a dit, mais de tous les projets que j'ai reçus, et genre il nous parle de 3-4 projets en 2-3 ans, tu dis what the fuck, tu vois. Des projets de parc de parc pour une zone, parce que lui il voulait un parc dans un endroit précis, machin, un très beau site. Et en fait, le mec te dit, c'est le projet le plus carré, le plus joli, qui pourrait le plus marcher. Et le mec nous a raconté des trucs, on m'a proposé ça, et tu fais, mais tes gens osent proposer des trucs comme ça. Mais voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour après de l'histoire dans les grandes lignes. C'est marrant parce que je pense qu'en tant que fan de parc, on est beaucoup à, en fin de soirée, entre potes, se dire si on crée un parc, on met telle attraction, telle mascotte, tel machin. Et le fait que vous soyez à l'étape d'après, c'est assez marrant, surtout avec un abonné qui à la base t'a juste envoyé un message en disant hey, tu m'aides à créer un parc. N'envoyez pas tous des DM là, sur EDB Attractions en disant hey, tu m'aides à créer un parc. Ça, on n'ira pas aussi loin, je pense. Non, mais ça a été... Mais voilà, ça a été quand même une sacrée expérience, j'imagine. Ouais, c'était super. Et j'en ai quasiment jamais parlé. Je sais pas pourquoi. Moi, j'étais... Enfin, tu m'as dit je crois que je l'ai évoqué en live vraiment une fois. Que
t'avais essayé, mais je pensais pas aussi loin. Moi, je pensais pas que t'avais rencontré des C'est vrai gens. que j'en ai tout jamais parlé de ça. Parce que c'est vrai qu'on a, ouais, on a fait les investisseurs, on a vu les maires, on a vu vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est marrant. Mais merci à toi, en tout cas, pour cette anecdote super intéressante. Avec Et plaisir. la deuxième étape, ça va être vous qui allez nous raconter vos anecdotes. Alors, vous n'allez pas tous venir dans mon salon s'asseoir sur cette chaise parce que ça va être assez compliqué. Mais je vais vous écrire une petite adresse mail juste ici pour que vous puissiez envoyer vos anecdotes par mail. Vous avez jusqu'au 18 janvier inclus pour m'envoyer vos anecdotes sur cette adresse mail. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit anonyme, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, on n'est pas obligé de dire le nom ou quoi que ce soit. Mettez des preuves si vous avez des trucs un peu Ouais. vénères de ouf. N'hésitez pas à mettre des petites preuves, des choses comme ça. Faites quand même attention sur si vous avez des photos et quoi, qu'il n'y ait pas de manque de votre famille, demandez bien l'autorisation, tout ça. Tu Voilà. peux le voir pour toi, vérifier et Oui, rendre oui. le propos vrai, mais pas forcément diffuser derrière. Si Voilà. vous voulez pas diffuser, dites-le, quoi. Voilà, vous pouvez tout me dire, il n'y a pas de souci, je suis votre psy sur cette adresse mail, il n'y a pas de problème. Je vous demanderai juste d'utiliser l'adresse mail juste pour ça. Voilà, sinon il y a une autre adresse mail pour le reste. Eh bien, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et un commentaire. Et puis on vous fait des bisous!